J'ai toujours éprouvé un besoin vital de me dépenser physiquement. J'aime me sentir le souffle court, le corps raidi par l'effort et m'endormir épuisé, avec le sentiment d'avoir gagné ma journée. J'ai rencontré la course tardivement, à l'âge adulte, après avoir pratiqué beaucoup d'autres sports. J'ai d'abord couru 9 km, puis 15, et les courses se sont allongées, de plus en plus. Il me semble que cet effort m'engage plus que les autres, que c'est un sport qui vous absorbe tout entier. On ne peut réussir dans la course de fond sans un don total de soi. Si on veut progresser, il faut se confronter chaque jour ou presque à la route, à la sueur, à la douleur et aux éléments. Aujourd'hui, je cours mon 6e marathon. Dernièrement, j'en cours 2 par an. À raison de 3 mois de préparation par course, je passe la moitié de mon année sur la route et l'autre moitié à m'en remettre. Qu'est-ce qui me pousse à endurer ça ? J'ai voulu partir, tout au long de cette préparation, à la rencontre des sportifs que j'admire, pour comprendre les ressorts d'un tel dévouement. L'entraînement, c'est d'abord du temps que l'on prend à sa vie quotidienne. Il faut l'organiser autour de ça. Et s'il y a bien un sport qui prend du temps, c'est le triathlon. C'est pour cette raison que je suis allé rencontrer Julie. Elle n'est pas sportive professionnelle, elle a une vie comme vous et moi. Mais elle excelle dans sa discipline et elle a couru certaines des courses les plus longues du monde. J'ai commencé assez jeune la longue distance. J'ai commencé assez jeune le triathlon XL et XXL. Le triathlon, ça m'a forgé dans tout. J'ai trouvé un sens en fait à qui je suis. J'ai fait l'Ironman de Lanzarote et après j'ai fait les championnats du monde à Hawaï en 2022. L'Ironman, c'est la plus grande distance qu'on puisse faire sur un triathlon, en une journée en tout cas. Et c'est 3,8 km en natation, 180 à vélo et un marathon à la fin. Ça peut être très long. Ouais, pour les professionnels de la longue distance, ça peut être fait en moins de 8 heures. Pour une personne lambda ou amateur, c'est plus entre 10 et 12 heures. J'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à faire des entraînements de plus en plus longs. On retrouve un apaisement en fait dans cette répétition et oui, ça m'a beaucoup apaisée. Des 3 disciplines que pratique Julie, la plus prenante est le vélo. Les sorties sont longues, parfois jusqu'à 5 ou 6 heures. Pour poursuivre ma recherche sur ce qui se joue dans notre dévotion à la longue distance, j'ai choisi d'aller à la rencontre de Guillaume Martin. Il est l'un des meilleurs cyclistes professionnels français. L'activité de cycliste structure ma vie et mon entraînement en particulier, puisque à l'année, je fais autour de 30 voire 35 000 km, c'est-à-dire plus que ce que beaucoup de personnes font avec leur voiture. L'essentiel du quotidien d'un cycliste, c'est pas la compétition, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est ce qui est fait dans l'ombre quand il fait froid, l'hiver, donc c'est la partie d'entraînement. C'est forcément une obsession quotidienne. Ce que j'admire chez Guillaume, c'est sa façon de courir. Il n'abandonne quasiment jamais. Par ailleurs, il est philosophe, auteur de 3 ouvrages nourris par sa pratique du vélo.
Il y a une forme d'ascétisme dans l'entraînement, pas dans le sens sacrificiel. En tout cas, avec les années, j'ai compris qu'il ne fallait pas que ce soit sacrificiel pour que ce soit efficace. En revanche, ascétisme dans le sens où on est finalement dans une forme de routine quand même, de volonté de maîtrise, de maîtrise de soi aussi. Je pense que l'entraînement et les entraînements durs, c'est notre moyen discipliné de combler quelque chose, c'est de combler notre vide, notre existence un peu absurde, de trouver un sens en fait à ce qu'on fait. Je pense que oui, c'est un sport d'anxieux. Je pense que c'est des gens qui justement qui se cherchent. On est des gens et puis qui veulent donner un sens aussi, comme je disais tout à l'heure, qui veulent donner un sens à tout ce chaos autour de nous. C'est un ordre dans le désordre. Mettre de l'ordre dans le désordre. Je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai inconsciemment essayé de faire. Pour répondre à une détresse, à un deuil, une rupture ou un licenciement, j'en ai vu d'autres aussi, comme moi, se mettre à s'entraîner de plus en plus régulièrement. Comme une façon de reprendre possession de sa vie quand elle semble nous échapper. Moi, je trouve que le sport, de manière générale, a une dimension, en tout cas telle que je le pratique, métaphysique, c'est certain. J'ai une théorie là-dessus. Je trouve que le sport est peut-être l'activité la plus absurde qui soit. Celle-ci répond, me semble-t-il, à un besoin, effectivement, de s'exprimer, de trouver du sens. Et c'est tout le paradoxe au travers d'une activité totalement insensée. C'est insensé, c'est absurde d'aller rouler dans le froid par 0 degré quand rien ne m'y oblige. C'est absurde de monter des cols quand il y a des routes qui permettent de relier le même point par la vallée. C'est absurde d'être 180 coureurs au départ d'une course à vouloir être tous le premier sur une ligne d'arrivée artificielle 200 km plus loin. Tout ça est absurde, mais finalement, c'est cette absurdité-là qui donne son sens et sa valeur au sport, parce qu'elle est comme une réponse et comme une contre-attaque à l'absurdité de la vie, à une forme de chaos de la vie et de non-sens de la vie. C'est une manière de donner du sens à ce qui n'en a pas, bien sûr. Je rentre dans ma 4e semaine d'entraînement. Après les difficultés de la reprise, je retrouve des sensations que j'avais perdues. Mes jambes commencent à mieux tourner. Mon rythme cardiaque baisse peu à peu et j'arrive à allonger mes entraînements. C'est une sensation étrange et euphorique car c'est la période la plus facile, on progresse vite. J'avale les kilomètres avec facilité et je reprends possession peu à peu de mon corps. Je retrouve mon identité de coureur. Il se trouve que j'avais pratiqué à un niveau moyen, mais réel, le demi-fond dans les années 60-70. J'ai repris pendant au moins 10 ans, 15 ans, de la course sur route. Jean-Luc Marion est philosophe, académicien et ancien coureur de fond. Il y a dans l'entraînement une forme de liturgie. C'est une ritualisation parce que on s'entraîne selon un code très précis. On s'entraîne d'ailleurs souvent pour telle ou telle compétition. C'est comme dans le calendrier liturgique. Vous avez l'Avent pour Noël, vous avez le Carême, vous avez vous priez toujours pour célébrer un événement. Ça m'est arrivé, oui, de me dire
Pourquoi je fais ça en fait? La compète, c'est une fois alors que l'entraînement il dure 8 mois, 10 mois. C'est quand justement je me dévie de ce chemin, je me rends compte de qui je suis. C'est quand je fais d'autres choses, voilà, que j'arrive à me rendre compte qu'en fait non, c'est courir que j'aime, c'est aller faire du vélo pendant 4 heures ou 5 heures que j'aime. Maintenant, depuis 2 ans, je suis plus sur la courte distance et aussi sur le duathlon courte distance. Donc c'est 5 à pied, 20 à vélo et 2,5 à pied encore. Avant de démarrer, on fait la petite... Moi, j'adore la compète, j'adore la compétition. Pour y trouver du plaisir dans les compétitions, il faut avoir donné son max au quotidien. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas pire que d'arriver sur une ligne de départ et de ne pas avoir tout mis en place pour le jour J. C'est parti. Dimanche dernier dans le Tarn. On pense évidemment chez les féminines à Julie Pichard, reine triathlon, victorieuse du triathlon du Fréhel, 4e l'an passé ici à la Château. Une course réussie, c'est l'intention que tu mets dès le début. Dès que le pistolet est déclenché, c'est l'intention qui compte. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu donnes tout, même si tu gagnes pas? Pour moi, il y a compétition, confrontation, il y a un premier et un deuxième. L'important n'est pas de participer, l'important c'est de gagner. Il y aura un classement à la fin, donc il y aura une hiérarchie. C'est un fait que c'est l'essence même du sport, mais que c'est pas grave en fait. Et c'est pas grave, pourquoi? Parce que c'est justement du sport, c'est justement un jeu, c'est quelque chose qui est symbolique. Voilà, il y a toute une symbolique derrière qui entérine le fait que c'est pour du jeu, c'est pour de faux. C'est pour de faux, mais du coup, on peut se permettre de vouloir gagner sans honte. Enfin, je ne pense pas qu'il faille avoir honte, et que justement, l'espace du sport, c'est l'espace où on peut déverser des pulsions peut-être un peu violentes, animales, négatives, mais finalement où on les sublime aussi, parce que c'est valorisé et que ces pulsions ne s'expriment pas dans la vraie vie. Moi, je pense que la notion de victoire est quand même importante. L'essence du sport, c'est la confrontation. S'il n'y avait pas autrui, s'il n'y avait pas des adversaires, ce serait pas pareil, ce serait autre chose.
applaudir bien fort si vous voulez bien avec Lucie Pichard évidemment, avec la très belle couleur de la formation Rennes Triathlon, championne de Bretagne, ici en bordure de l'Aulne. On va la laisser également relais. Ah, c'était dur, j'ai mal parti pourtant, au début. Ah, ça fait du bien, c'est tout. Donc, gagner, c'est pas tout le temps. C'est presque jamais même. Donc c'est trop bien, faut savoir savourer ces moments-là. Le scénario parfait, il se donne très peu, enfin, ça arrive très peu souvent. Donc déjà, il faut se donner les moyens tout le temps, toute l'année, tous les jours. Mais il faut qu'aussi y ait le scénario parfait. Voilà, ça y est, ils sont en bas de la descente, 1 km et demi, alors qu'on voit encore une attaque de Guillaume Martin sur la droite de la route. C'est parti pour Guillaume Martin, le coureur normand à nouveau qui remet un nouveau coup d'accélérateur. Attention, il se retourne, mais c'est bon. C'est gagné pour Guillaume Martin, vainqueur ici à Lagneux de la deuxième étape du Tour de l'Ain. Très 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 belle attaque, très bien joué. Il a vraiment aujourd'hui couru à la perfection. J'ai relativement peu gagné dans ma carrière, mais même après avoir gagné, j'avais cette sensation, cette expérience de me dire non, je suis pas arrivé. Enfin, j'aurais pu gagner mieux en fait. J'aurais pu gagner avec plus d'avance ou je sais pas, agir différemment. Donc, je pense qu'il y a toujours peut-être que le véritable enjeu, il est derrière et que la victoire est. Enfin, c'est le cœur du sport et c'est en même temps aussi qu'un à côté. Championne de Bretagne, ici à Châteaulin, en ce dimanche 17 mars, Saint-Patrick. Après, ça passe pas forcément par la gagne, toujours, mais au moins d'être satisfait de sa course. Je prends plus ça comme un voyage, comme une. Je profite plus du chemin que de l'arrivée presque. Sur la route qui me mène au marathon, je rencontre le père Timothée. Il est prêtre à côté de chez moi. Il ne court ni pour gagner, ni pour battre son record, et ce qui compte pour lui, c'est être présent à soi et dans le temps de la course. Ma course phare, ce sont les 100 km. Avant ça, je cours de temps en temps des 10 km, 20 km. J'ai fait quelques marathons, mais c'est vrai que ce que j'aime bien faire, c'est la course du 100 km. Moi, ce qui m'a prioritairement parlé tout de suite sur les 100 km, c'est l'idée du temps long. Ce rapport au temps, moi, c'est quelque chose qui me parle aussi parce que il me semble que dans la vie, alors je pense dans la vie, en tout cas, ça me parle pour moi, mais je pense que je suis pas le seul. Il y a tout un enjeu à tenir dans la durée, dans la persévérance. C'est l'expérience du quotidien. Il y a des choses qu'on refait toute notre vie et il faut durer, il faut persévérer. Il y a le fait de la course qui fait rentrer dans un rythme, et donc pendant ce temps-là, c'est un petit peu, c'est le libre cours des idées justement où je lâche un peu la maîtrise de ce à quoi je pense, voilà, et ce qui résout souvent beaucoup de choses. L'effort demande une concentration et donc aussi finalement un recueillement, certainement aussi qu'on se recueille sur ses forces intérieures aussi, sur ses ressources intérieures. Parfois, quand je m'élance dans la campagne, ma pensée s'arrête, j'en oublie mon corps et j'entre dans un état méditatif proche d'une transe. Ces moments, rares mais précieux, m'ont apporté une connexion au monde et aux choses que je n'avais jamais connues auparavant.
Dans quel espace mental nous plonge l'effort physique soutenu? Quelque chose se joue de l'ordre du voyage intérieur, de la concentration, d'un moment privilégié où on se retrouve face à soi-même, un recueillement, une plongée en soi. Dans mon sport, cette plongée est mentale. Mais certains sportifs vivent cette plongée de façon bien plus tangible, concrète et matérielle. La première fois que j'ai plongé, c'était incroyable. Je crois que la première fois, j'ai dû faire 15 mètres. Et je me suis retrouvée comme ça, au milieu de ce bleu, à flotter, sans avoir particulièrement envie de respirer, alors que je m'y attendais pas, puisqu'on m'a dit quand même que c'était de l'apnée, que donc je m'attendais à ce que ce soit un petit peu désagréable. Et je suis remontée, et de suite, je me suis dit, je vais y retourner, et je vais aller plus profond. Dans ta plongée, va bien. Sois bien porté par les vagues. Détends-toi au maximum. Le but, c'est vraiment d'essayer de mettre son corps au ralenti. Essayer de ralentir son cœur, de détendre ses muscles. 1 minute. Pour être le plus détendu possible. Si, quand on arrive dans l'eau, on n'est pas détendu, on est en état d'excitation et d'éveil trop prononcé, la plongée sera moins agréable et moins introspective, on va dire. On est complètement connecté à son corps. Les seules choses à laquelle on pense, c'est « Ah tiens, je me sens bien. Ah tiens, là, je commence à avoir un petit peu mal aux jambes. Ah tiens, là, je glisse, c'est agréable, je sens l'eau sur mon visage. » C'est vraiment des pensées directement connectées à nos sens. Certainement, il y a une quête un petit peu spirituelle derrière ça. J'ai l'impression qu'on m'ouvre les portes de quelque chose à laquelle peu de personnes ont accès. En fait, c'est ça que je trouve vraiment fabuleux. Il y a peu de moments où on est vraiment connecté à son corps. Et écouter son corps, ça fait vraiment partie des choses essentielles pour gérer le stress. Et puis pour après être présent au moment où il y a besoin d'être présent. C'est assez ambivalent. On est à la fois complètement déconnecté de ce qui se passe et en même temps très présent. C'est quelque chose que je pense ressentent beaucoup de sportifs quand ils sont dans leur état de flow, quand ils sont très concentrés sur ce qu'ils font. C'est assez dur a posteriori de dire « Ah oui, à ce moment-là, j'ai fait ça, à ce moment-là, j'ai fait ça », parce qu'ils sont tellement concentrés, ils font tellement corps avec leur sport et leur discipline que c'est à la fois, on est à la fois extérieur et très présent. Le sport m'a appris beaucoup de choses. La première chose qui est extrêmement frappante, c'est que le sport permet de dépasser la division entre le corps, comme on dit, et l'esprit ou l'âme. Cette division, elle est d'autant plus grande que nous vivons dans un monde technologique où justement le corps devient en quelque sorte presque extérieur à nous. Et alors on pourrait dire, il me reste l'esprit pour m'identifier. Pas si simple, parce que l'esprit, surtout dans une société très technologisée, l'esprit doit être rationnel, c'est-à-dire il doit pouvoir faire les performances que les autres peuvent faire, si possible mieux. Donc, quand est-ce que j'éprouve mon identité? C'est lorsque l'esprit et le corps sont en quelque manière réunis dans ce que les philosophes appellent la chair. Le sport
c'est une expérience volontaire de la chair. Je me mets dans un état que je veux et dont je sais à l'avance qu'il va être un mélange d'ennui, de peine, de souffrance, de répétition et un état d'exaltation. Le gars qui pédale, s'il est en forme, il n'y a plus cette différence. Le corps devient entièrement une chair qui ne fait qu'un avec son esprit. D'une certaine manière, on est plus soi-même dans un exercice physique qui suppose un effort, qui n'est pas seulement ludique, qui n'est pas seulement distrayant, qui est arbitraire, qui est volontaire, que lorsque l'on est libre et conscient à parler comme moi dans ce fauteuil. C'est très compliqué en fait d'exprimer ce qu'on va ressentir, ce qui se passe par le corps notamment, et ce qui se vit par l'esprit, mais il y a cette connexion qui est vraiment très importante. Et du coup, il y avait cette notion du sentiment océanique, cette capacité en fait à se percevoir comme faisant partie d'un tout, d'un plus grand que soi en fait, étant englobé dans celui-ci. L'apnée en fait sportive en mer se passe le long d'un câble au milieu du bleu et on ferme les yeux la majeure partie du temps. Donc on ne va pas dans un environnement pour découvrir celui-ci, être en interaction avec celui-ci. On va surtout sur un voyage intérieur en fait. On descend au milieu de nulle part et à un moment on ferme les yeux. Donc en fait on est connecté à soi-même, connecté avec les sensations que l'on a avec le milieu, avec cette chute vers le fond. C'est que du bleu, c'est comme si on était dans l'espace en fait, dans quelque chose d'infini. Moi souvent je dis, j'ouvre une porte, je vais dans une autre dimension, je referme la porte et je vis quelque chose et après je ressors de cette dimension-là. On ne vit pas, on va dire, parce que l'on est sollicité par des choses extérieures, on vit l'instant présent parce qu'on ressent. Si le sport ouvre un nouveau domaine de soi, peut-on alors le rapprocher de la vie spirituelle, d'une sorte de méditation ? Je ne sais pas si je parlerai spontanément de prière ou même de méditation. Peut-être d'abord je parlerai de contemplation finalement, d'un rapport un peu plus immédiat au monde qui m'entoure. Je cours en extérieur, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Il y a aussi le rapport aussi pas seulement au climat, mais aussi à la lumière, les odeurs aussi de la nature, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qui ouvrent un rapport aussi d'émerveillement, de présence aussi ici et maintenant. Et donc, à partir de là, voilà, il y a une dimension effectivement de prière, puisque la prière c'est la relation à Dieu et que moi, enfin, ça fait partie de mon quotidien. Enfin, je lui parle comme ça dans mes conversations intérieures. Voilà, le Seigneur est un interlocuteur. Moi, je suis quelqu'un je suis athée, je suis pas croyant, mais oui, je pense que le sport permet d'être présent au monde et c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir des connexions avec le monde spirituel, avec la religion. C'est aussi une forme d'adhésion pleine et entière à soi-même. On met de côté tous les parasites intellectuels qu'on a pour n'être qu'un corps. Je pense que le sport est un moyen
pour le corps de se réaffirmer et oui, par le sport, par l'entraînement, j'arrive parfois à atteindre cet état d'adhésion au corps, d'adhésion aussi à mon environnement. Et donc c'est en même temps une rentrée en soi qu'une sortie de soi. Le sport permet une réaffirmation du corps et dans le même temps, on semble toucher du doigt une expérience spirituelle. On ne peut pas séparer le corps, l'âme et l'esprit. Donc pour moi, ça a toujours fait un tout. C'est pour ça que quand je dis souvent, moi, la prière fait partie de ma vie, le sport fait partie de ma vie, et il n'y a pas d'un côté le sportif, de l'autre côté le prêtre. C'est un tout, et j'arrive pas, entre guillemets, à faire de différence. Plusieurs fois champion de France de développé couché, le père Pascal est aussi responsable de la pastorale du sport. Souvent, quand on évoque dans la foi chrétienne l'aspect de la résurrection, où les personnes disent mais comment on va ressusciter ? On va ressusciter avec notre corps parce que il n'y a pas d'un côté l'esprit et de l'autre côté le corps. Notre corps modèle notre esprit comme notre esprit modèle notre corps. Enfin, tout est lié. C'est pas il n'y a pas de l'autre côté un esprit qui prend une enveloppe charnelle et puis on jette l'enveloppe et puis on peut prendre autre chose. On a eu des périodes où effectivement, quand on évoquait l'aspect corps-esprit, où on a eu dans l'Église tout l'aspect de le corps c'est mal, c'est péché, puis l'esprit c'est pur, c'est voilà, on en est revenu, mais il reste des fois un petit peu des traces. Et en disant, je prends pas soin de mon corps, c'est peut-être un peu caricatural, mais j'y prends pas assez d'attention parce que c'est pas le plus important. Alors que la foi chrétienne est vraiment, souvent je dis, notre religion est la religion du corps. C'est-à-dire que Dieu a pris chair, il a pris un corps. Et donc, il y a vraiment cet aspect de dire, voilà, s'il a pris corps, c'est que, entre guillemets, le corps est bon. Il y a eu un moment, effectivement, on a un petit peu négligé tout ce qui était trop bassement matériel. Et ça se manifeste aussi pas que dans le sport, mais au XIXe siècle, il y a des congrégations religieuses qui se sont créées pour soigner les malades, les personnes âgées, aussi pour l'éducation. Et puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a eu un peu l'impression qu'il n'y avait pas besoin de... on pouvait pas consacrer sa vie à ça. C'est pas. Et je trouve que ça dit quelque chose aussi du rapport au corps, parce que finalement on est arrivé dans une période où on est un peu tout intellectualisé. Et en fait, pourtant, notre corps, c'est notre rapport au monde. Je me connais et je connais le monde qui m'entoure, je connais les autres par la médiation de mon corps. Ça te va? Ouais, bah là ça va. Un petit peu de fessiers, tout ça. Ça passe derrière? Toi, t'as eu mal fesses, dos? J'ai eu les épaules complètement verrouillées. Donc est-ce que parce que j'ai eu mal, je me suis complètement bloquée, je sais pas, mais j'avais très très mal au dos. Ok. Ça va? Ouais. Dans le dos ça aussi? Ça me faisait plus mal quand on faisait de l'autre manipulation vers l'intérieur. Ok, on va refaire un petit peu. Le triathlon, c'est un sport un peu égoïste. Mais en contrepartie, dans mon métier, c'est plus moi le personnage central, c'est le patient. Et
Et voilà, je me centre sur lui, sur ses problèmes, sur ses craintes, sur ses peurs, sur ses douleurs. Genou, ça va? Ça faisait hyper longtemps que t'avais pas ça. Ah oui. Ouais, et puis j'ai vraiment été gênée ou obligée vraiment de manipuler mon pied, quoi. Ça faisait longtemps que c'était pas revenu comme ça. Et surtout de manière aussi brutale, et c'est parti aussi brutalement finalement que c'est arrivé, quoi. Ouais. Je sépare pas l'esprit et le corps. Je pense que c'est une entité unique et qu'on peut pas... Non, il n'y a pas de corps objet, en fait. Il n'y a pas de corps objet. Et justement, c'est ça que j'ai beaucoup appris aussi avec mon métier, c'est qu'on ne soigne pas un bras ou un genou ou un poignet. Non, on soigne une personne et un corps à part entière. Et justement, cette partie cérébrale est d'autant plus importante que juste le corps objet. J'arrive dans la dernière ligne droite avant le marathon. Ça fait 2 mois que je m'entraîne et mon corps s'est adapté à l'effort. C'est le moment de l'entraînement où je simule l'intensité du marathon. Je fais 25, 28, puis 30 km 3 semaines avant la course. L'entraînement, ça sert à ça. On stresse progressivement l'organisme pour le pousser à s'adapter jusqu'à l'effort final. Ce stress est coûteux pour l'organisme. Il faut savoir passer outre les petites douleurs. Parfois, le corps se plaint. À quel point faut-il l'écouter ? Dans la course de longue distance, dans l'Ironman, c'est similaire à la vie, en fait. C'est des hauts et des bas constamment. Tu peux vite te dire à un moment donné, là, je suis trop bien, j'ai des jambes. Et puis voilà, et puis une demi-heure après, bam, c'est la fringale et il n'y a rien qui va. Et je trouve que justement, la course de longue distance, c'est ce qui est le plus similaire à la vie réelle. C'est qu'à un moment donné, tu peux être là, et puis le lendemain, tu peux être sous terre. Plus l'effort est dur et plus j'arrive à me mettre dans cette bulle hermétique et à profiter de cette souffrance physique qui en fait devient pour moi un voyage mental. Je ne sais pas si je pourrais vraiment dire à quoi je pense dans ces moments-là. Peut-être que je pense pas en fait, mais j'arrive à transformer cette douleur physique en état mental apaisé, on va dire. Finalement, ce qui se passe concernant dans un effort extrêmement intense, c'est de la souffrance et c'est encore une fois une adhésion au corps, une expression aussi complète de mes potentialités corporelles et donc
Donc finalement, il arrive un point où je ne pense plus à rien. Et c'est ça qui est très agréable en un sens. C'est là aussi où on trouve du plaisir dans la souffrance. C'est qu'il y a un moment donné où il n'y a plus de contrôle, de pensée parasite, de gestion. C'est simplement de la décharge ou de la dépense. Et je pense que je n'ai pas le même rapport à la douleur aujourd'hui, après plus de 15 ans de vélo, qu'au début. Je suis capable d'aller plus loin dans la douleur. J'ai apprivoisé finalement la douleur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais que finalement je m'y suis habitué. Je pense qu'il y a, par le sport, on donne une valeur à la souffrance. On transforme la souffrance comme une forme d'acquiescement à la vie. Oui. Mais ce qu'on appelle la souffrance a des degrés, et il se trouve que même des degrés élevés sont supportables si on les considère comme une montée en puissance de l'activité corporelle. Nous avons besoin de la souffrance, ne fût-ce que pour lire le tableau de bord de notre santé. D'autre part, le plaisir ou la non-souffrance a aussi des degrés. Et l'intensité du plaisir peut devenir difficile à distinguer de l'intensité de la souffrance. Donc, l'idée de vivre sans souffrance, c'est aussi absurde que dire je voudrais vivre dans le plaisir et jamais dans la souffrance, c'est contradictoire. Cette souffrance, je suis venu la côtoyer aujourd'hui sur le marathon. C'est un mélange bizarre. On joue avec, on sait qu'elle est là, on veut l'éviter, mais elle revient toujours. Il n'y a pas de marathon facile. Je ressens un mélange de stress, d'excitation, une impatience d'être sur la ligne de départ. Je sais pourtant que la plus grande erreur pour un marathonien, c'est d'être trop excité par l'événement et de partir trop vite. C'est l'aboutissement de 3 mois d'entraînement. 3 mois qui vont se jouer en une course. Et ce qu'il faut absolument, c'est garder son calme, coller à son plan d'entraînement, tenir ses allures et ne pas trop se surestimer ni se sous-estimer. Il faut trouver le ton juste. Le marathon, c'est 42 km et des poussières. On court à la fois contre la distance, un parcours et les conditions météo. On ne peut pas tout maîtriser et il faut savoir l'accepter. Mais le marathon, c'est d'abord un rendez-vous avec soi-même. Ce que j'aime, c'est qu'on est tous égaux sur la ligne de départ. Débutants ou athlètes de haut niveau, on va tous devoir se frotter à la joie, à l'excitation, puis au doute et à la douleur physique. Nous sommes tous différents, mais les 42 km vont nous faire vivre une expérience commune. Seule une poignée d'athlètes vont jouer la victoire. Pour le reste, l'objectif sera de battre son record personnel ou simplement de finir la course. Pour moi, ce sera de faire mieux que le marathon que j'ai couru 6 mois auparavant. J'avais fait 2h55 et je vise aujourd'hui un temps autour des 2h50. C'est ambitieux, mais j'ai envie de voir où sont mes limites. Au début d'une course, on se sent grisé. Jamais on ne s'est senti aussi bien. Le temps est encore frais et les jambes tournent toutes seules. On a envie d'y aller à fond, porté par le flot des coureurs. On arrive à tenir des allures qu'on n'aurait jamais imaginé atteindre quelques semaines auparavant. Je pense qu'une des raisons du malheur des
quotidien de beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne faisons jamais l'expérience de franchir des limites que nous croyons donc à ce moment-là infranchissables. Le sport est un des moments où on peut voir que la notion, la frontière entre le possible et l'impossible, il ne faut jamais la prendre trop au sérieux. Il y a toujours des domaines dans lesquels cette frontière peut être déplacée. Au 15e kilomètre, la forme est encore bonne, mais l'euphorie du début s'évapore. La course se durcit. Le silence se fait parmi les coureurs. On se recueille sur soi. Le voyage intérieur commence véritablement là. Les questions se bousculent alors. Mon rythme cardiaque est-il trop haut? Est-ce que cette petite douleur va s'amplifier? Cependant, il faut savoir chasser les pensées parasites. Il faut être concentré sur sa foulée. Répéter encore et encore le même geste, avec la même décontraction et la même intensité. Il y a une espèce de lucidité et de silence durant une course. Vous êtes dans un silence complet et vous êtes un peu hors du monde. Ça y est, nous y sommes. C'est le moment tant attendu par tous. Le fameux 30e kilomètre. Les réserves d'énergie s'épuisent et la douleur physique pointe son nez. C'est maintenant où l'on vérifie si l'on s'est bien entraîné. On peut tout perdre ou tout gagner. Lors de mon premier marathon, j'ai eu l'impression de découvrir un espace inexploré de moi-même. On est épuisé et on continue alors que tout notre corps nous dit d'arrêter. C'est très surprenant. On enjambe une limite qu'on s'était fixée pour en découvrir une nouvelle. On arrive dans une terra incognita, dans une zone inconnue de son corps, mais si on arrive à actualiser ces moments-là, c'est qu'on les avait en soi déjà. C'est pas une idée de dépassement, c'est une idée plutôt d'actualisation d'une chose qu'on a déjà en soi. Quand tu finis une course, effectivement, t'es faible parce que t'es au bout de tes limites, malgré la faiblesse physique et le sentiment d'être achevé. Je pense qu'il y a une grosse force et confiance en soi qui naît à ce moment-là aussi. La fin de course est un calvaire. Je prends un gros coup de chaud. Au bord de l'abandon, je m'arrête à tous les ravitaillements pour m'asperger d'eau. Je dois oublier mes ambitions initiales. J'essaie alors de finir comme je peux, en me faisant doubler pendant les 10 derniers kilomètres. Et ça fait très mal. C'est bizarre un marathon. On démarre dans la forme de sa vie, et quelques heures après, on n'a jamais été aussi faible physiquement. L'apprentissage de notre propre vulnérabilité. Voilà ce que peuvent nous apprendre les courses de longue distance. Quelque part, je suis heureux de cette défaillance. C'est la première fois que ça m'arrive et j'ai l'impression de gagner mon titre de marathonien. Je croyais être un coureur expérimenté et la distance vient de me rappeler que dans ce sport, on n'est jamais aussi fort qu'on ne le croit. Passé ce moment difficile, je me reprends un peu. Un marathon, ça ne s'abandonne pas et ça s'honore. Bon, aujourd'hui, ce n'était pas mon jour, et j'ai essayé de donner tout ce que j'avais jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est là que le sport est éclairant, parce que quand vous donnez tout, vous ne donnez rien. Vous ne le donnez pas à qui vous le donnez. À vous-même, en un sens, mais c'est même pas sûr. Au public, n'exagérons rien. Est-ce que c'est vous qui le donnez? En quel sens est-ce que c'est volontaire? En quel sens ça dépend d'une décision de vous? Ça se décide tout seul, parce que vous arrivez encore à en faire plus. Mais enfin, vous êtes parfois d'ailleurs à demi-conscient seulement. Et vous ne savez pas pourquoi vous y arrivez ce jour-là plutôt que alors que vous n'y arrivez pas le reste du temps. Et qu'est-ce que vous donnez? Rien. Tout donner, c'est pas donner quelque chose, c'est ouvrir
un nouvel espace. Et ça, le sport vous en donne l'expérience. C'est ça qui est tout à fait étonnant.